Elisa Claps est une jeune fille italienne de 16 ans qui va subitement disparaître alors qu'elle se rendait à l'église un dimanche matin. Son corps sera malheureusement découvert à l'intérieur de cette église, mais 17 ans plus tard, et à partir de là, une enquête bien étrange s'ouvrira. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Elisa Claps, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire italienne. Ça change un peu des histoires américaines, donc je trouvais que c'était intéressant de parler d'une histoire qui se passait en Europe cette fois. Et je parle d'une histoire italienne qui est liée à l'église. En tout cas, cette histoire est très mystérieuse et j'espère qu'elle vous intéressera, qu'elle vous intriguera autant que moi. Mis à part ça, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Rappelez-vous qu'il y a une vidéo par jour pendant tout le mois d'avril. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en Italie, dans la ville de Potenza, dans la région de Basilicate, dans le sud de l'Italie. Le 17 mars 2010, des ouvriers en bâtiment ont fait une triste découverte alors qu'ils réalisaient des travaux d'entretien et de rénovation dans l'église de la Sainte Trinité. En fait, en arrivant dans le grenier de cette église, ils vont faire la découverte glaçante d'un corps momifié dans l'un des coins les plus sombres sous des tuiles. Évidemment, sous le choc, les ouvriers vont appeler la police et là, des enquêteurs se rendront donc dans le grenier de cette église. Il sera alors noté dans un premier temps que le corps semblait avoir été caché là il y a plusieurs années. De plus, ils retrouveront cachés près du corps des boucles d'oreilles, un soutien-gorge déchiré et une paire de lunettes. Donc là, rapidement, il sera déterminé que le corps appartenait à une jeune femme. Ce corps sera ensuite amené auprès de médecins de la police et suite à plusieurs analyses, ils vont découvrir qu'il s'agissait du corps de la jeune Elisa Claps disparue en 1993. Faisons alors un retour en arrière pour comprendre ce qu'il s'est passé à cette époque. Elisa Claps est née le 21 janvier 1977 et a grandi en Italie dans la ville de Potenza avec sa mère Filomena Iemma et son père Antonio Claps qui était employé et commerçant. Aussi, Elisa vivait avec ses deux grands frères, Luciano et Gildo. En 1993, elle était alors âgée de 16 ans et était en troisième année au lycée classique de Potenza. Elle était décrite comme une jeune fille douce et très appréciée et elle passait d'ailleurs ses journées à partager son temps entre l'école, l'église et ses amis. Le matin du dimanche 12 septembre 1993, Elisa va d'ailleurs quitter sa maison pour se rendre à l'église de la Sainte Trinité qui se trouvait au centre de la ville. À ce moment-là, elle sera alors accompagnée par l'une de ses amies. Elisa dira à son grand frère Gildo qu'elle sera revenue à la maison pour 13 heures pour manger avec toute sa famille et d'ailleurs Elisa et ses parents avaient prévu de se rendre dans leur petite maison de campagne qui se situait dans la ville de Tito, vraiment pas très loin de chez eux, afin d'y manger tous ensemble. Mais voilà, à 13 heures, Elisa n'était toujours pas rentrée chez elle. Sa famille va alors commencer à s'inquiéter et d'autant plus lorsque les heures vont passer et qu'Elisa ne rentrera toujours pas. Rapidement, ses parents vont commencer à la chercher un petit peu partout dans le village, mais Elisa semblait être nulle part. Alors finalement, quand la nuit va commencer à tomber et qu'Elisa n'était donc toujours pas revenue, eh bien ses parents ont décidé d'aller rapporter sa disparition à la police. Les enquêteurs vont alors commencer par interroger l'ami d'Elisa qui l'accompagnait à l'église ce jour-là. Cet ami va alors en fait révéler aux policiers que oui, elle allait bel et bien à l'église avec Elisa, mais que par contre les deux filles s'étaient séparées parce que Elisa avait rendez-vous avec un garçon et elle l'avait pas dit à ses parents. C'est en fait devant l'église vers 11h30 que son amie a laissé Elisa seule avec ce garçon qui avait prévu de lui offrir un cadeau pour fêter sa réussite scolaire. Les enquêteurs vont alors rapidement retrouver la trace de ce garçon et il s'agissait d'un certain Danilo Restivo, un homme de 21 ans, soit 5 ans plus âgé qu'Elisa. Danilo devenait alors une personne d'intérêt car il était donc la dernière personne à avoir vu Elisa
en vie. Pour vous parler un peu de Danilo, il est né dans la ville de Eris, en Sicile, et a emménagé à Potenza avec son père lorsqu'il était encore très jeune. Son père d'ailleurs était le directeur de la Bibliothèque nationale de Potenza. Danilo, de son côté, était devenu en grandissant un ami du pasteur de la ville et était devenu un chrétien très pratiquant. Par contre, Danilo avait dans la ville une certaine réputation. Tout le monde le trouvait assez étrange et déjà à l'école primaire, il coupait les mèches de cheveux des filles et les collait dans ses cahiers en disant que c'était les cheveux de ses copines imaginaires. Mais ce qui est encore pire dans tout ça, c'est qu'il a continué à faire ça en grandissant et à présent qu'il était adulte, il avait aussi tendance à couper les mèches de cheveux de certaines filles. Mais ce n'est pas tout, au fil des années, certaines filles avaient commencé à se plaindre du comportement de Danilo. En fait, au fil des années, la police va recevoir plusieurs plaintes à l'égard de Danilo. Certaines filles disaient qu'il les harcelait en les appelant, en leur envoyant des lettres ou même en leur envoyant des cadeaux dérangeants. Donc là, on va apprendre que récemment, Danilo s'était en fait mis à draguer Elisa, qui elle connaissait assez bien sa réputation et qui n'avait en fait strictement aucune envie d'avoir une relation avec lui. Mais voilà, Elisa c'était une fille très gentille, même trop gentille, et même si elle essayait de le repousser, elle finissait toujours par accepter ses cadeaux ou ses lettres, surtout par politesse. Les enquêteurs ont alors décidé d'interroger Danilo, qui était donc une personne d'intérêt dans le cadre de la disparition d'Elisa, et clairement, après cet entretien, les enquêteurs vont être sûrs qu'il était impliqué de près ou de loin dans sa disparition. En fait, pendant l'entretien avec la police, Danilo va expliquer avoir effectivement vu Elisa pendant une dizaine de minutes et dira qu'après ça, elle lui avait dit au revoir et était repartie. Danilo dira que lui est ensuite rentré dans l'église et avait tout simplement prié. Le truc, c'est qu'il ne saura répondre à aucune autre question des enquêteurs. On lui demandera d'ailleurs pourquoi est-ce qu'Elisa n'était pas finalement restée à la messe et était repartie, mais il ne saura pas répondre à cette question. En fait, il ne saura même pas vraiment dire aux enquêteurs ce qu'il avait fait le reste de la journée et selon lui, il était simplement resté là en train de prier et c'est tout. Mais vraiment, pour les enquêteurs, rien de tout ça ne tenait la route et franchement, Danilo se comportait de façon assez étrange. Donc, dès ce moment-là, ils ont su que Danilo avait quelque chose à se reprocher. Mais attendez, parce que c'est pas tout et vous n'êtes pas prêts, les enquêteurs vont faire une autre découverte. Ils vont apprendre que le dimanche, le jour de la disparition d'Elisa, vers 13h45, Danilo s'était en fait rendu aux urgences de l'hôpital de la ville. Il avait des vêtements ensanglantés et il dira qu'il avait besoin de se faire soigner pour une coupure à la main. Il expliquera d'ailleurs sur place au médecin qu'il s'était blessé suite à une chute près de l'église de la Sainte Trinité. Évidemment, les enquêteurs interrogeront les médecins qui diront n'avoir pas cru Danilo car sa blessure à la main semblait avoir été faite avec une lame et non à cause d'une chute. Les enquêteurs vont alors immédiatement réinterroger Danilo et même saisir ses vêtements qui avaient été vus ensanglantés. Mais le truc, c'est qu'il dira aux enquêteurs qu'il n'était pas disponible car il devait passer un examen pour son université à Naples. Lorsque les parents d'Elisa vont être mis au courant de toute cette histoire, ils vont alors immédiatement dire que Danilo avait de toute évidence tué leur fille et sans doute caché son corps dans l'église. Ils vont alors supplier la police pour qu'ils fouillent l'église, mais malheureusement, ça ne se fera jamais. Les enquêteurs vont par contre interroger le pasteur, mais il va refuser de répondre à toute question venant de la police ou de la famille, disant qu'il était tenu au secret professionnel. Clairement, dans cette histoire, les choses sont devenues très étranges, parce qu'on peut se demander pourquoi est-ce que la police n'a pas fouillé l'église, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas obtenu un mandat pour le faire, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas obligé le pasteur à témoigner, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas obligé Danilo à donner ses vêtements, à témoigner et l'ont laissé aller à Naples passer cet examen sans même prouver qu'il y avait bel et bien un examen. Clairement, rien n'allait. En fait, ce qu'on pense, c'est que certaines personnes se seraient débrouillées pour que la disparition d'Elisa ne fasse pas trop de bruit et pour que l'enquête n'avance jamais. D'ailleurs, le procureur qui était en charge de l'affaire a lui-même fait l'objet d'une enquête parce qu'il avait été soupçonné d'avoir dissimulé certaines choses dans l'enquête. Et c'est pas tout, on va se rendre compte au fil des années que de faux rapports avaient même été rédigés pour dire que certaines choses avaient été faites alors que non, et même pour brouiller des pistes dans toute l'enquête sur la disparition. Vraiment, c'est très flou, mais dites-vous que sans doute le procureur en charge de l'affaire avait été soudoyé.
sans doute par quelqu'un qui était haut placé au sein de l'église, et ce procureur a sans doute mis plein de fausses pistes au sein du dossier de l'enquête. J'ai essayé de voir si ce procureur avait finalement été condamné ou non, mais j'ai trouvé strictement aucune réponse là-dessus. Donc est-ce que ça aussi ça a été étouffé par la suite? Je ne sais pas vous dire. Par contre, de nouveaux enquêteurs vont s'occuper du dossier quelques années plus tard, et eux, ils vont clairement se rendre compte que Danilo était très suspect, mais que surtout, il avait menti à la police dans ses entretiens. Ils vont alors réussir à l'arrêter et l'accuser de fausses déclarations en 1998. Malheureusement, les enquêteurs n'ont à ce moment-là pas trouvé assez de preuves pour également le faire arrêter pour homicide. Mais bon, finalement, les accusations à l'encontre de Danilo n'ont pas été plus loin et il a fini par être relâché. Après ça, l'enquête n'ira pas plus loin, les nouveaux enquêteurs auront trop de mal à démêler le vrai du faux dans tout ce dossier et malheureusement, ça deviendra un cold case. Suite à ça, un an plus tard, en 1999, le frère d'Elisa, Gildo, a décidé de créer l'association Pénélope, qui était une association dédiée aux membres des familles de personnes disparues. D'ailleurs, au mois de mai 1999, Gildo a reçu un mail très étrange sur l'adresse email de son association. Le mail avait été écrit anonymement et il était adressé directement à Gildo. Il y était écrit qu'Elisa allait bien et vivait à présent au Brésil et qu'elle ne voulait pas retourner en Italie. Évidemment, Gildo a immédiatement alerté les enquêteurs qui ont réussi à retrouver l'ordinateur depuis lequel le mail avait été envoyé. Et là, on va se rendre compte qu'il avait été envoyé depuis l'ordinateur d'un club fréquenté par Danilo. Donc clairement, le mail était faux et il semblerait que derrière tout ça, il y avait encore une fois Danilo qui semblait avoir voulu donner une fausse piste encore une fois dans cette enquête. Mais bon, l'avocat de Danilo va lui se manifester, il dira que son client n'avait rien à voir là-dedans et finalement, eh bien, cette histoire n'ira pas plus loin. Par la suite, en 2001, Danilo, bien qu'il soit au centre d'une enquête pour homicide, a eu le droit de quitter le pays et d'emménager à Londres, en Angleterre. Là-bas, il s'est alors marié et a commencé une vie apparemment normale. Mais tenez-vous bien parce que un an plus tard, le 12 novembre 2002, on va apprendre que Danilo se trouvait au centre d'une enquête pour meurtre. En fait, le corps d'une femme qui s'appelle Heather Barnett, âgée de 48 ans, avait été retrouvé morte dans sa salle de bain. Elle était complètement mutilée et tenait 2 mèches de cheveux dans ses mains. Alors si Danilo a été considéré comme suspect, c'est tout d'abord parce que Heather Barnett était sa voisine et que les deux se connaissaient assez bien et parlaient régulièrement. D'ailleurs, Heather était couturière et récemment Danilo lui avait commandé des rideaux, donc il était censé se rendre à son domicile. Les enquêteurs vont alors tout d'abord mettre Danilo sur la liste des suspects potentiels, mais clairement, il n'était pas au centre de l'enquête au départ. Mais voilà, ils vont un peu s'intéresser à son passé et là, clairement, ils ont vu ses antécédents en Italie. Après ça, clairement, il était plus que suspect dans le meurtre d'Heather. Il va alors être interrogé par la police et il va réussir à fournir un alibi qui par contre n'aura vraiment l'air de convaincre personne. Les enquêteurs vont alors immédiatement saisir des objets personnels appartenant à Danilo, dont des vêtements et des chaussures, et ils vont se rendre compte que dans la salle de bain de Heather, là où elle avait été tuée, ils avaient retrouvé une empreinte de pas appartenant à des chaussures d'homme. Cette empreinte sera comparée avec une des chaussures de Danilo et ça matchera, il semblerait que l'empreinte de pas avait été faite par Danilo lui-même. Donc là, les enquêteurs connaissaient maintenant le passé de Danilo, savaient qu'il avait un lien avec la victime et avaient potentiellement retrouvé une de ses empreintes de pas dans la salle de bain. De plus, les enquêteurs vont se rendre compte que récemment, des femmes s'étaient plaintes du fait que Danilo avait gardé cette habitude de couper des mèches de cheveux appartenant à des femmes qui lui plaisaient. Ça arrivait assez habituellement dans le bus ou même dans des endroits publics avec de parfaits inconnus. La police a alors lancé un appel dans tout Londres pour savoir si d'autres femmes avaient été victimes d'un homme qui leur aurait coupé des mèches de cheveux et 5 femmes vont se manifester et 2 vont reconnaître qu'il s'agissait bel et bien de Danilo. Donc là, rappelez-vous le fait qu'on ait retrouvé des mèches de cheveux coupées dans les mains d'Heather lorsqu'elle a été retrouvée morte liait encore une fois Danilo au crime.
Mais voilà, malheureusement, les enquêteurs ne trouveront pas plus de preuves afin d'arrêter Danilo, alors que là aussi, on était sûr qu'il était le responsable du meurtre d'Heather. En fait, ce qui va venir relancer les deux enquêtes, c'est la découverte du corps momifié d'Elisa dans le grenier de l'église de la Sainte Trinité le 17 mars 2010. Le corps d'Elisa avait bien été conservé et des examens plus poussés avaient alors pu être réalisés. On va à ce moment-là découvrir qu'elle avait été poignardée 13 fois, mais malheureusement, après 17 ans, il était impossible de déterminer si elle avait été agressée sexuellement. Par contre, le médecin légiste dira avoir trouvé des traces de sperme sur le matelas à côté du corps et sur la chemise d'Elisa. Grâce à ces traces de sperme retrouvées, deux profils génétiques différents ont pu être déterminés par la police scientifique. À partir de là, on savait qu'il y avait deux personnes différentes qui semblaient avoir abusé sexuellement d'Elisa, mais la police ne dira rien de plus. Parallèlement, le 19 mai 2010, Danilo a été arrêté à Londres pour le meurtre de Heather Barnett après avoir été placé sous surveillance policière. En fait, les enquêteurs avaient décidé de suivre Danilo et à plusieurs reprises, ils l'avaient vu en train de suivre des femmes dans des lieux un peu écartés, dans des parcs, etc. Et à chaque fois, il était armé d'un couteau. Avec ces observations, ils avaient donc suffisamment de preuves pour l'arrêter dans le cadre du meurtre de Heather. Il avait alors été jugé et finalement reconnu coupable de l'assassinat de Heather Barnett et condamné à la prison à perpétuité. En Italie, les choses évoluaient là aussi plus ou moins au même moment que le procès à Londres. Le 9 mars 2011, les enquêteurs vont annoncer que l'un des deux profils ADN retrouvés sur le corps d'Elisa appartenait bel et bien à Danilo. Une reconstitution des faits va alors avoir lieu et les enquêteurs diront que le 12 septembre 1993, Danilo aurait emmené Elisa au grenier de l'église. Là-bas, il l'aurait alors frappée avec des ciseaux et un couteau, puis l'aurait battue à mort. À ce moment-là, les enquêteurs vont aussi annoncer qu'ils pensaient qu'un cardinal de l'église pourrait avoir été lui aussi présent au moment du meurtre d'Elisa. En fait, un bouton rouge qu'on retrouve sur le genre d'habit que portent les cardinaux a été retrouvé sur le sol à côté du corps momifié d'Elisa. On sait qu'il y avait une deuxième personne parce que donc deux ADN ont été retrouvés, un appartenait à Danilo et on se dit donc que le deuxième ADN pouvait appartenir à l'un des cardinals. Et donc, malheureusement, par la même occasion, on peut imaginer qu'Elisa aurait été abusée sexuellement par Danilo et aussi par ce cardinal qui était présent. Je me dis aussi que si effectivement un cardinal était impliqué directement dans la mort d'Elisa, eh bien ça expliquerait pourquoi l'enquête a été aussi couverte. Je me dis que l'Église aurait pu corrompre le procureur afin qu'il dissimule ou crée de faux documents. En tout cas, la famille d'Elisa pense que la scène de crime aurait pu être mise en scène. En fait, selon sa mère, ce cardinal qui aurait laissé tomber un bouton au grenier serait en fait l'ancien curé de la paroisse, le révérend Mimi. C'était d'ailleurs ce révérend Mimi qui, à l'époque, avait refusé que l'église soit fouillée par les policiers. D'ailleurs, à ce moment-là, des rumeurs ont commencé à circuler dans la ville de Potenza. Certains vont en fait dire que le corps momifié d'Elisa avait pu être découvert 2 mois avant cette découverte officielle. Selon la rumeur, ce seraient 2 nettoyeurs qui auraient découvert le corps au grenier et qui auraient directement prévenu le pasteur adjoint qui, lui, aurait gardé le silence. Mais là, avec l'arrivée de cette rumeur, tout le monde va essayer de se remettre un petit peu la faute les uns sur les autres. Déjà, les nettoyeurs de leur côté diront que tout ça était faux, qu'ils n'avaient jamais été dans le grenier et que la rumeur était inventée de toutes pièces. Mais le pasteur adjoint, lui, prendra à son tour la parole et dira qu'effectivement, tout ça était vrai et que 2 mois plus tôt, les nettoyeurs lui avaient demandé de venir au grenier car ils auraient fait une étrange découverte. Le pasteur adjoint dira alors être monté au grenier pour vérifier, mais qu'il n'avait rien vu d'autre que quelques objets personnels. Il dira tout de même que ces objets personnels l'avaient intrigué, qu'il avait décidé d'en parler à l'évêque, mais que lui ne l'avait pas écouté. Les 2 nettoyeurs vont eux recommencer à parler de cette affaire. Finalement, ils diront que oui, tout ça était vrai, mais qu'en fait, il y avait eu un complot contre eux pour essayer de leur faire porter le chapeau. Vraiment, cette histoire est là aussi incompréhensible et au final, personne n'arrivera à éclaircir cette histoire, on ne connaîtra jamais la vérité et on se dira que le principal
était que le corps ait été retrouvé. Mais bon, grâce à cette rumeur, on va apprendre que pas mal de personnes avaient l'air vaguement au courant de cette histoire et que donc Danilo avait l'air d'avoir pas mal de complices. Je dis complices parce que sans doute que beaucoup de personnes ont aidé Danilo à dissimuler son meurtre. Finalement, le 2 juillet 2011, Elisa a eu des funérailles qui, à la demande de ses parents, ont eu lieu à l'extérieur et non dans une église. Danilo sera alors le seul à être jugé dans cette histoire. Grâce à son ADN retrouvé ainsi qu'à sa précédente condamnation à vie pour le meurtre de Heather Barnett, il sera rapidement reconnu coupable du meurtre d'Elisa Claps et condamné à une peine de 30 ans qu'il continuerait de purger en Angleterre. Malgré tout et heureusement, après ce procès, les enquêteurs vont continuer à enquêter sur toute cette histoire afin d'essayer de comprendre qui était au courant et surtout à qui appartenait ce deuxième ADN retrouvé sur le corps de la victime. Mais il va y avoir une dernière chose qui est très étrange dans cette enquête. Un généticien qui était en charge justement d'analyser ce deuxième ADN va lui être suspecté d'avoir fraudé des documents, d'avoir fraudé des découvertes par rapport à cet ADN. La commissaire Anna Esposito était censée parler de tout ça au frère d'Elisa et était même censée lui faire part d'étranges découvertes, mais malheureusement elle est décédée juste avant de pouvoir lui parler dans des circonstances assez suspectes. La commissaire a en fait été retrouvée pendue par la ceinture de son uniforme et l'affaire a directement été classée comme un suicide. Après ça, on n'a tout simplement plus reparlé de cette histoire d'ADN. Au même moment, justement, Danilo a décidé de faire appel à la décision du juge et a été ramené en Italie pour son jugement en cour d'appel. Pendant le procès, il a alors clamé son innocence et il a même dit qu'il désirait apporter des fleurs sur la tombe d'Elisa. Suite à ça, la mère d'Elisa a quitté la salle d'audience et heureusement, à la fin de ce procès, le tribunal a confirmé la culpabilité de Danilo et sa peine d'emprisonnement sera toujours de 30 ans. Il faut savoir aussi que depuis 2010, l'église de la Sainte Trinité est fermée au culte. Par contre, en 2021, l'évêque de Potenza a annoncé son intention d'y reprendre les services religieux d'ici l'été 2022. Mais évidemment, on peut s'en douter, la famille d'Elisa s'est opposée à la réouverture de l'église et a estimé que d'autres recherches et analyses pouvaient encore se faire à l'intérieur afin qu'un jour peut-être on connaisse la vérité sur toute cette histoire. Je sais pas si cette église a été réouverte ou non aujourd'hui, j'ai cherché partout, mais j'ai pas vraiment trouvé d'informations. Et si on va sur la page Wikipédia de cette église, eh bien la dernière information, c'est que effectivement l'évêque voulait la réouvrir pour l'été 2022, mais comme la famille s'y est opposée, je ne pense pas qu'elle ait été réouverte. En tout cas, malheureusement, c'est tout ce qu'on a pour cette histoire. Heureusement, Danilo a été condamné à vie, mais malheureusement, dans cette histoire, eh bien, l'église s'en sort quand même. C'est pas la première fois que l'église protège des crimes qui ont été commis, et malheureusement, je ne sais pas si quelqu'un parlera un jour. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé par rapport à cette histoire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!